Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Académie de médecine en ce samedi matin ensoleillé. Bonjour aux membres de la famille du professeur Abramov. Nous sommes ravis de vous accueillir toutes et tous. Vous êtes venus nombreux, ça nous fait plaisir. Bienvenue chez nous. Nous commençons donc cette séance par un hommage aux membres de notre famille, le professeur Abramov, et cet hommage est prononcé par le professeur Ronald Kram. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chère Luz, chère Charlotte, chers membres et amis de la famille, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Le professeur Abramov s'est éteint le 4 septembre 2018 après une longue maladie dont les affres dus à diverses complications ont émaillé sa vie pendant près d'une décennie. C'est empreint d'émotion que je présente cet hommage dédié à feu notre collègue. Nous avons eu, en effet, une relation amicale durant un demi-siècle, marquée d'une indubitable entente scientifique et d'une infaillible loyauté. En 1957, Maurice Abramov est proclamé docteur en médecine, chirurgie et accouchement avec grande distinction à l'Université libre de Bruxelles. Après avoir terminé ses obligations militaires, il entame une spécialisation en médecine interne dans le service du professeur Pierre-Paul Lambert à Bruckmann. Animé d'une curiosité insatiable, il entreprend simultanément des activités de recherche à la Fondation médicale Reine-Élisabeth sous la direction du professeur Jacques Corvina. Ces recherches concernaient principalement les effets de l'hormone de croissance sur l'excrétion rénale des phosphates et furent publiées dans des journaux scientifiques prestigieux tels le Journal of Clinical Investigation. Afin de donner une nouvelle orientation scientifique à ce jeune chercheur talentueux qu'est Maurice Abramov, le professeur Lambert entreprend en 1962 des démarches au National Institute of Health à Bethesda. Celles-ci vont permettre à Maurice Abramov de séjourner de 1963 à 1965 au Kidney and Electrolyte Metabolism Laboratory de NIH, où il est associé aux recherches effectuées par un jeune chercheur, Maurice Burke, dont il est le premier fellow. Celui-ci tentait alors de mettre au point une technique originale pour étudier le fonctionnement des différents segments du tubule rénal confinés dans le rein et dès lors inaccessible à la microponction tubulaire pratiquée en superficie du cortex rénal. Maurice Burke, Maurice Abramov et Jared Grantham, le deuxième fellow de Burke, vont collaborer en parfaite harmonie à ce projet ambitieux et réaliser sur le rein de lapin ce que d'aucuns ont cru être impossible, c'est-à-dire avoir accès aux différents segments du néphron enchevêtrés dans la masse rénale, comme l'illustre cette microdissection de néphrons humains datant de 1938. Disséquer, isoler, prélever des segments d'une tubulaire indiqués sur ce schéma, et initialement, Burke et Abramov vont étudier la pars convoluta du tubule proximal marqué par le numéro 2 et Grantham, le tubule collecteur marqué par le numéro 10. Puis, perfuser le segment tubulaire retenu pour en étudier les propriétés fonctionnelles, tel qu'illustré sur cette photographie prise à fort grossissement d'un segment de 3-4 mm de long d'un tubule collecteur. Ce segment, baignant dans une solution ad hoc pour l'expérience projetée, a été fixé entre deux micropipettes concentriques faites artisanalement, dont l'une
comme le montre ce schéma, sert à perfuser une solution de composition donnée à un débit de quelques nanolitres par minute. Et l'autre, précalibré comme le montre la construction, à recueillir un volume déterminé du fluide perfusé, dont la composition sera analysée grâce à des méthodes ultramicrochimiques mises au point au NIH. De la conceptualisation à la réalisation, il a fallu plusieurs années à Maurice Burke et à ses collaborateurs pour surmonter les innombrables et inimaginables difficultés rencontrées à chaque étape du projet. Celui-ci est néanmoins finalisé en 1965 et la technique de microperfusion tubulaire in vitro est publiée en 1966 dans l'American Journal of Physiology. Cette technique suscitera un engouement énorme en recherche rénale pendant des décennies. Elle sera appliquée chez les vertébrés supérieurs et inférieurs, mais aussi à d'autres épithéliens. Il s'agit indubitablement d'une contribution majeure aux sciences physiologiques que certains considèrent comme une avancée technique de la même importance que celle du voltage clan en neurophysiologie ou du patch clan en physiologie cellulaire. Deux techniques primées du prix Nobel. De retour en Belgique, Maurice Abramoff bénéficia d'un grant des NIH permettant d'installer le système de microperfusion à la Fondation médicale Reine-Élisabeth, où le professeur Lambert avait mis 2 locaux à sa disposition. Ensuite, il obtiendra une convention FRSN qui fut renouvelée sans interruption jusqu'à la fin de sa carrière. En revenant sur le site de Bruckmann, il renoue aussi avec des activités cliniques dans le département de médecine interne, où son remarquable sens clinique et son raisonnement diagnostique précis sont très appréciés des étudiants stagiaires et des internes en formation. Chaque après-midi, Maurice Abramoff œuvre à la table de microperfusion illustrée ici. Il s'impose, ainsi qu'à Madame Foulon, sa fidèle collaboratrice technique, présente ici, il s'impose une extrême rigueur de travail et un inamovible rituel quant aux préparatifs et au déroulement des expériences de microperfusion. Celle-ci se focalisait sur le tubule collecteur, point d'impact de l'hormone antidiurétique qui fascinait Maurice Abramoff. Il étudie la perméabilité à l'eau du tubule collecteur, détermine les effets de l'hormone antidiurétique, ainsi que l'action de certains diurétiques. L'ensemble de ces observations ont été rapportées dans sa remarquable thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur présentée en 1975. Entre-temps, il réussira en collaboration avec Max Dratois une première dans le monde de la microperfusion. Isoler et perfuser un tubule collecteur provenant d'un rein fœtal humain. Cette observation Princeps parut dans Nature en 1974. Notre première rencontre eut lieu à la fin des années 60, à l'occasion d'un congrès aux États-Unis où je résidais à l'époque. Un courant de sympathie fut immédiatement manifeste et Maurice Abramoff m'invita à le contacter dès mon retour en Belgique. Ainsi, dès l'automne 1971, je me suis rendu à plusieurs reprises à la Fondation médicale Reine-Élisabeth, mais ce sont surtout nos rencontres d'analyse de publication, organisées à son instigation le samedi après-midi, soit à Bruxelles, soit à Louvain, qui établirent notre lien d'amitié. Au cours de ces discussions, il se révéla par son implacable sens critique et son incessant questionnement. À la fin des années 70, début des années 80,
la carrière de Maurice Abramoff prend une nouvelle orientation. Il devient titulaire des enseignements de physiologie et de physiopathologie, est nommé professeur ordinaire, chef du département et directeur du laboratoire de physiologie et de physiopathologie nouvellement créé à Erasme. Il a dû se résoudre alors à réduire considérablement ses activités cliniques ainsi que ses présences à la table de microperfusion. Les activités de recherche du nouveau laboratoire vont néanmoins se diversifier et s'amplifier, notamment grâce à la venue de son demi-frère Élie Kogan, qui sera la cheville ouvrière au laboratoire pendant les absences de son mentor. La complicité scientifique entre les deux demi-frères était, pour ainsi dire, fusionnelle. Elle sera à la base de la nouvelle impulsion donnée au laboratoire avec l'arrivée de chercheurs étrangers, la mise en place de fructueuses collaborations internationales et l'apport de nouveaux collaborateurs attirés par la physiologie rénale et cellulaire, dont le professeur Bruno Flamion présente ce jour. Il en résultera d'importantes publications dans les meilleurs journaux scientifiques. Les tâches administratives de Maurice Abramoff au sein de la faculté de médecine ont été multiples. Parmi celles-ci, il tenait tout particulièrement à participer à la commission de recherche permanente qu'il présida pendant plusieurs années. Cette présidence et le rôle d'arbitrage dévolu au président furent accomplis, tels que rapportés officiellement, avec équité et pertinence. Vers la fin de sa carrière académique, il fut encore élu au vice-décanat pour un terme de 2 ans. Durant toutes ces années, nous sommes restés en contact. Il s'est rendu à plusieurs reprises à Mons pour donner un séminaire ou pour participer comme expert à des thèses de doctorat. Ce furent des moments de rencontre privilégiés et fort appréciés. En 1977, Maurice Abramoff fit une remarquable lecture au sein de notre compagnie, où il fut élu correspondant en 1993 et membre titulaire en 1998. Il était membre honoraire depuis 2008. Il n'hésita jamais à intervenir lors des séances publiques et fut un membre actif et assidu au sein de la première section ainsi qu'au sein de la commission des communications. Clinicien avisé, chercheur brillant, professeur passionnant, académicien, humaniste, médecin, journaliste, personnalité attachante, au sourire plein de charme, oserais-je dire, aux réparties promptes, quelquefois incisives, et à l'humour si particulier, teinté d'une petite pointe sarcastique, quelquefois caustique, Maurice Abramoff avait néanmoins un besoin impérieux d'une présence, d'empathie et d'affection, tout en étant d'une discrétion absolue à l'égard de certains pans de sa vie. Cette nécessité d'affection et cette discrétion ont été engendrées, si je puis dire, durant son enfance à Anvers, où il est né en 1932, et où cet enfant juif deviendra un enfant caché pendant l'occupation allemande. Il sera marqué à vie par les traumatismes affectifs vécus par les enfants cachés, dont même l'identité deviendra autre. Ainsi, Maurice Abramoff, après avoir échappé par le plus grand des hasards à la rafle des citoyens juifs, opéré à Anvers en fin de soirée, le 15 août 1942, devint du jour au lendemain Maurice Allard, enfant caché. Pour terminer, permettez-moi de vous faire part de ce message du docteur Maurice Burke, membre étranger de notre compagnie,
et mentor scientifique de Maurice Abramoff. Message en hommage à son premier fellow, mettant en exergue ses importantes contributions à nos connaissances de la physiologie et de la physiopathologie du rein, et soulignant sa collaboration à la mise au point de la technique de microperfusion tubulaire in vitro. Je vous remercie, chers collègues, mesdames, messieurs, de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Pham. Mesdames et messieurs, je vous propose d'observer un moment de silence en mémoire de notre collègue, ami ou parent, le professeur Maurice Abramoff.